Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Larbi, bonjour toute l'équipe de système et bonjour surtout à vous, vous toutes et vous tous, chers participants, ce matin. Il me fait plaisir, effectivement, de passer la prochaine heure environ avec vous pour discuter des implications macroéconomiques de cette crise importante qui a conduit, de crise sanitaire par la pandémie de la COVID-19, qui a conduit à un grand confinement. Un grand confinement qui a essentiellement fermé des secteurs ou des pans entiers de nos économies un peu partout sur la planète, avec des conséquences bien sûr importantes, tant du point de vue sanitaire que du point de vue économique et sociétal. Juste pour me présenter très sommairement, je suis professeur titulaire de sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal, à l'École des sciences de la gestion depuis 1988. Et je suis chercheur à la chaire en macroéconomie et prévision. Et j'ai été consultant et je suis consultant à l'occasion aussi avec CETIM, notamment sur des cours de gestion de la dette publique et de gestion du budget de l'État et des dépenses publiques, ainsi que la fiscalité. Et j'ai été dans une vie antérieure, pendant 9 ans et demi, j'étais député de l'Assemblée nationale du Québec et un des économistes principaux du gouvernement du Québec à l'époque, incluant les fonctions de ministre d'État, qu'on appelle ministre délégué ici au Québec, ministre d'État aux finances. Alors donc, j'étais impliqué dans la préparation des différents budgets et de différentes politiques économiques, tant ce qui a trait à l'innovation, à la politique budgétaire, bien sûr, et aussi à l'entrepreneuriat. Alors donc, sans plus tarder maintenant, ce que je vais partager avec vous un écran où j'ai une présentation en diapositive qui permet un peu de suivre le plan de discussion que je vous propose pour discuter des prévisions ou des implications macroéconomiques plus ou moins prévisibles, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, du grand confinement. Alors, permettez-moi de partager l'écran. Pour quelques instants, je vais maintenant mettre un affichage complet. Et voilà. Alors donc, le premier mot, on peut dire qu'il revient avec évidemment toutes les conséquences du grand confinement pour comprendre les implications. Un mot qui vient à l'esprit, c'est évidemment le mot incertitude. Je dirais même qu'il y a de l'incertitude sur l'incertitude de l'incertitude. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On apprend par rapport face à ce nouveau virus qui était inconnu de nous jusqu'à la fin 2019 et qui se fait connaître, qui continue à dévoiler une partie de ses secrets, et même pas tous à chaque jour. On voit de nouveaux développements à cet égard. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les impacts économiques. Alors, une fois qu'on procède à un grand confinement aux différentes mesures de distanciation sociale, ça a des impacts, bien sûr, sur la production de biens et services, sur la demande de biens et services, ça a de l'impact directement sur la vie des concitoyens et la vie des gouvernements à cet égard-là, incluant leurs finances publiques. Parce que face à cette crise, différentes mesures peuvent être envisagées et on doit considérer, voir quels sont leurs impacts sur l'activité économique. Dans quelle mesure est-ce qu'elles aident vraiment? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a, oui ou non, un arbitrage entre essayer d'aplanir, on parlera de la courbe de la pandémie, l'aspect sanitaire, ou d'aplanir la courbe de la crise économique pour éviter d'avoir une crise économique trop profonde ou trop durable. Et donc, face à cette incertitude, ce n'est pas donc une question facile. Il n'y a personne d'entre nous qui a une boule de cristal, et c'est le vrai même en temps habituel ou en temps plus normaux, en guillemets. Mais c'est toujours vrai, d'autant plus complexe en termes d'évaluation des impacts, étant donné ce grand degré d'incertitude. En prologue à la crise actuelle, rappelons-nous, d'ailleurs, prenons jusqu'en février dernier, si on regarde la plupart des économies industrialisées et plusieurs économies en développement, étaient dans une situation économique où on avait une période d'expansion économique parmi les plus longues qui avaient été constatées, au moins depuis au cours du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, où, par exemple, les États-Unis et le Canada étaient entrés dans leur 11e année, presque à la fin de la 11e année d'une période d'expansion économique, ce depuis la grande récession de 2007-2009 qui avait été engendrée en partie et amplifiée seulement par la crise financière qu'on avait connue. On se rappellera bien sûr de la faillite de grandes institutions financières comme Lehman Brothers, AIG, etc. aux États-Unis et l'impact de contamination que ça a eu sur l'efficacité de l'économie. Les niveaux de chômage étaient jusqu'en février historiquement très bas. Aux États-Unis, le taux officiel de chômage était à 3,5 en février 2020. C'est l'un des taux les plus bas jamais observés, en tout cas depuis qu'on a des statistiques, bien sûr, mais c'est depuis 1948 où on calcule le taux de chômage avec le même genre de données. Le taux d'inflation
était aussi très faible dans la plupart des pays du monde. Il y a des exceptions, évidemment, mais c'était quand même assez partagé d'avoir un taux d'inflation relativement faible, voire très faible, et même le taux d'inflation non seulement observé, mais le taux d'inflation attendu ou anticipé pour l'avenir demeurait très faible. Les anticipations étaient ancrées, pour l'instant demeurent encore ancrées à des niveaux relativement très faibles. Donc, le taux de croissance de l'économie, du PIB réel, donc la production totale de biens et services dans différentes économies pour une période donnée, donc sur un an, corrigé donc pour l'inflation, affichait un taux de croissance qui était relativement solide, bien que peu spectaculaire. Les indices boursiers, et on sait que certains présidents, comme le président Trump, se vantaient des records historiques ou presque des indices boursiers qui avaient été observés. Et donc, si on parle des États-Unis, encore une fois, jusqu'à ce point, jusqu'en février, mi-février, l'économie américaine semblait plutôt résiliente, même aux différentes politiques commerciales et à la rhétorique protectionniste du président Trump, malgré l'incertitude qui prévalait quant à la poursuite de ces politiques-là et la hausse rapide de l'endettement fédéral américain, suite notamment à une baisse importante des impôts à partir de 2018 qui avait été adoptée par le Congrès américain. Puis, à la mi-février, on peut dire la pandémie. Alors, évidemment, l'épidémie avait commencé d'abord à la fin de 2019, notamment autour de Wuhan, la région de Wuhan en Chine, en République populaire de Chine. Et on voit en janvier, maintenant en Italie, pour commencer notamment, et en Iran, hein, que maintenant l'épidémie est en train de devenir une pandémie à l'échelle de la planète. Et c'est là qu'on peut dire que tout bascule. Du point de vue sanitaire, un des modèles auxquels on réfère souvent, c'est le modèle en épidémiologie et maintenant même dans les nouvelles quotidiennes, on devient familier avec le modèle SIR pour SIR, où essentiellement on catégorise les individus d'une population en 3 groupes, soit ceux et celles qui sont susceptibles et qui n'ont pas encore été infectés, qui sont susceptibles d'attraper le virus, les individus et personnes qui sont infectés ou infectieuses, ainsi que les personnes qui se remettent de la COVID-19 et au sein de la population, et aussi parmi, on peut dire, les remis ou retirés, malheureusement, celles qui décèdent. Donc, qui réduit alors la population. Et ce modèle-là, essentiellement, est un système d'équations différentielles qui permet de simuler la propagation d'une maladie contagieuse à travers une population. Elle tient compte du degré d'infectiosité du virus, elle tient compte du taux de létalité, de mortalité suite aux gens qui sont infectés, le pourcentage de celles-ci, de ces personnes qui décéderont. Elle tient compte de la fréquence des contacts, de l'interaction sociale entre les individus. Un des paramètres clés de ce modèle, et je ne ferai pas les équations mathématiques, permettez-moi, mais une des statistiques clés de ce modèle, c'est la fameuse statistique R0, R0 en anglais, qui s'appelle aussi le nombre de reproductions de base, qui essentiellement représente le nombre moyen d'infections qu'une personne contagieuse ou infectieuse peut engendrer dans une population qui est sensible à cette contagion. Et cette statistique dépend de la fréquence des contacts et de la fréquence de récupération suite à la pandémie, suite à la contagion. Pour n'importe quelle maladie contagieuse, on a une statistique comme celle-là. Alors, historiquement, on observe un petit tableau qui représente différentes valeurs de R0 de maladies contagieuses connues. J'en mentionne juste quelques-uns. Par exemple, si on parle de la varicelle, le chickenpox, le R0 est entre 10 et 12. Si on parle lors de l'Ebola, le R0 est entre 1,5 et 1,9. Les estimés varient dans ces eaux-là lors de l'épidémie d'Ebola de 2014. Si on parle de la grippe ordinaire, en guillemets, en 2009, ça va être entre 1,4 et 1,6. Si on parle maintenant de la COVID-19, on parle d'un R0 qui varie entre 1,94 et 5,7 selon les estimés, selon les pays, selon les échantillons qui ont été analysés. Donc, clairement, la COVID-19 représente parmi les maladies, parmi les plus contagieuses. Il y en a qui l'ont été plus, mais qui ont moins de conséquences en termes de mortalité. Si on parle, par exemple, même maintenant avec les différents vaccins et traitements antiviraux. Mais la COVID-19, non seulement, elle est quand même relativement très contagieuse par rapport même à la grippe, au rhume régulier, par exemple, ou par rapport à la grippe régulière, mais non seulement elle est plus contagieuse, mais aussi ses conséquences sont davantage marquées et peuvent être tragiques et mortelles. Il faut faire attention aussi que les valeurs de R0 pour une même maladie contagieuse ne sont pas nécessairement un guide très précis
et qui est nécessairement fiable pour le degré de contagion d'une épidémie, d'une nouvelle épidémie d'une part, d'une nouvelle épidémie, ou même de la même maladie lors d'une nouvelle, parce que évidemment, il peut y avoir des mutations du virus. R0 n'est pas sensible à la vaccination, à d'autres changements de la sensibilité de la population. Ça ne veut pas dire que la vaccination n'est pas importante. Elle permet effectivement de réduire les conséquences. Les traitements antiviraux aussi, donc il peut réduire, mais c'est pas R0 initialement ne dépend pas de la vaccination. Par contre, des interventions, des mesures de santé publique, d'éloignement, de distanciation, ou d'autres politiques publiques ou d'intervention sociale, elles peuvent impacter directement la valeur de R0. Et je vous dis qu'à la mi-février, lorsque la pandémie frappe, le monde, et le monde économique en particulier, change radicalement. Littéralement, on bascule dans un autre environnement économique. Ici, à gauche, vous voyez notamment, on peut dire, le pourcentage, l'importance relative en termes de production de biens et services dans l'économie mondiale. Les États-Unis, qui est évidemment l'économie la plus importante de la planète à cet égard-là, représentent 25% de l'économie mondiale. La Chine est maintenant la deuxième économie la plus importante en pourcentage de l'économie mondiale. En termes de taille, l'importance en termes de taille, c'est de 16% de l'économie mondiale. Ensuite, le Japon arrive en troisième lieu à 6%, l'Allemagne à 4%, l'Inde à 3%, la Grande-Bretagne est ex-aequo avec l'Inde à 3%. Et si on passe maintenant aux pays qui se classent sur le 6e et 10e rang de l'économie mondiale, tous ensemble, ces pays représentent 13% de la taille de l'économie mondiale. De même que le groupe de pays entre le 11e et le 20e rang représente 13% de l'économie mondiale et tout le reste de la planète représente 20% de l'économie mondiale. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux prévisions de croissance économique pour toute l'année 2020 selon les données du FMI? Bien, en janvier 2020, les prévisions qui avaient été révisées, qui révisaient les prévisions de octobre 2019, prévoyaient une croissance économique réelle de 3,3% sur toute l'année 2020. En avril 2020, suite au grand confinement, on revisait les prévisions pour 2020 à moins 3%. On passait donc de plus 3,3 à moins 3%. Pour les économies industrialisées ou développées, on passe de 1,6% de prévision de croissance pour 2020 à moins 6,1%. Pour les États-Unis, on passe de plus 2 à moins 5,9%. Le Canada de 1,8 à moins 6,2%. Royaume-Uni de 1,4 à moins 6,5. Le Japon de 0,7 à moins 5,2. Pour les pays émergents et en développement d'Asie, les prévisions de croissance passent de plus 5,8 à 1%. C'est une chute drastique. Et n'oubliez pas, ce n'est pas per capita, ce n'est pas par habitant, c'est la croissance en tenant compte de la taille de la population. Donc, par habitant, évidemment, ça équivaut presque à une décroissance, une croissance négative par habitant de la production. En Chine, on est passé de 5,2% de prévision. Vous voyez, pour l'Europe, pour les pays émergents et en développement, notamment de ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, passe de 2,6 à moins 5,2. Amérique latine, on passe de 1,6 à moins 5,2. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, de plus 2,8, on passe à moins 2,8. Et pour l'Afrique subsaharienne, on passe d'une prévision de croissance totale de 3,5 à moins 1,6. Et je répète encore une fois, ce n'est pas par habitant, c'est la croissance en tenant compte de la croissance de la population. Aux États-Unis seulement, le PIB réel a chuté entre le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre de 2019. La croissance observée s'est avérée être de moins 1,2% sur un trimestre. On a souvent l'habitude dans les médias, dans les journaux, de rapporter le taux en termes annualisés, c'est-à-dire qu'on prend le taux trimestriel et on suppose, si le même taux trimestriel se répétait pendant 4 trimestres consécutifs, en taux annualisé, ça représente combien? Moins 2,2% sur un trimestre. Et pour les États-Unis, entre le dernier trimestre de 2019 au premier trimestre 2020, la croissance en taux annualisé a été une baisse de 4,7%. Pour la croissance, l'autre croissance entre le deuxième trimestre et le premier trimestre du PIB réel de 2020, on n'a pas encore les statistiques, mais les prévisions qui existent présentement sur un trimestre, on prévoit une croissance trimestrielle négative selon les prévisions qui varient entre moins 8,5 et moins 11% sur le trimestre, ou en taux annualisé, ça représente une chute de 29,9% à 37,3% de baisse en termes annualisés. C'est incroyable comme chiffre. Probablement, on s'attend maintenant que entre ces écarts de prévision, entre différents prévisionnistes,
on s'attend à une baisse de moins 10 sur une base trimestrielle, soit moins 34 en taux annualisé. Pour comparer par rapport à d'autres épisodes historiques qu'on a connus, aux États-Unis par exemple, bien, pendant la grande récession de 2007-2009, le PIB réel a connu sa plus forte baisse sur un trimestre en termes annualisés de moins 8,4 au quatrième trimestre de 2008. Sur les 4 ans qu'ont duré la grande récession américaine, le PIB réel avait chuté cumulativement de 5 sur 4 ans. Donc, autrement dit, juste sur le dernier trimestre, on va baisser beaucoup plus, et même entre 2019 et 2020, entre les premiers trimestres, on a connu une baisse en un trimestre qui est à peu près équivalente à celle connue pendant 4 ans, surtout 4 années de la grande récession de 2007-2009 aux États-Unis. Si on se compare maintenant à la Grande Dépression de 1929-1933, sur l'ensemble des 4 années, le PIB réel américain avait chuté de 30 % On s'attend à ce que la chute de la production réelle aux États-Unis va être à peu près équivalente seulement sur le dernier trimestre, entre le premier et le deuxième trimestre de 2020. Vous voyez donc que c'est quand même considérable comme choc, comme récession. En termes de chômage, au début mai, les chiffres officiels de chômage qui avaient été publiés annonçaient que le taux de chômage, qui était de 3,5 % en février dernier, avait augmenté à 14,7 % à la mi-avril 2020. C'est le taux le plus élevé depuis que les statistiques officielles américaines sont disponibles sur le chômage depuis 1948. Alors, habituellement, même ce chiffre-là peut sous-estimer le chômage parce qu'il ne tient pas compte des personnes qui sont en dehors de la population active, car elles sont sous-employées ou découragées de chercher un emploi. Donc, elles ne sont pas considérées comme cherchant un emploi et donc ne sont pas comptées comme chômeurs. Donc, cette sous-estimation-là est habituelle. Par contre, dernièrement, on apprenait du US Bureau of Labor Statistics qu'une erreur importante s'est glissée et qui était involontaire, il n'y a pas eu de manipulation des chiffres, c'est que lorsqu'on fait par enquête statistique et qu'on classifie les personnes qui sont en chômage, celles qui ne le sont pas, celles qui sont dans la population active, celles qui ne le sont pas, bien, généralement, il y a une catégorie qu'on appelle « autres », raisons pour lesquelles on ne cherche pas d'emploi. Et si on a cette catégorie-là, on n'est pas considéré comme un chômeur. Et c'est davantage difficile de classifier les gens dans le contexte de la pandémie, en temps de pandémie. Or, le US Bureau of Labor and Statistics, le BLS, a observé que finalement, qu'il y avait un nombre important de personnes qui temporairement n'étaient pas en emploi, qui n'étaient pas en travail pendant la période de l'enquête statistique en raison de la pandémie, mais qui auraient dû être comptés comme chômeurs parce qu'ils avaient été mis à pied temporairement, mais ils étaient en attente de recevoir un appel pour un emploi. Mais comme elles étaient considérées classées dans la catégorie autre raison, elles n'étaient pas comptées dans le nombre de chômeurs. Généralement, cette catégorie-là existe pour les gens qui sont en vacances ou qui font partie d'un jury ou qui prennent congé temporairement pendant quelques semaines, quelques mois pour s'occuper d'un enfant ou d'un parent qui est malade. Alors, quand on tient compte des personnes qui ont été malheureusement catégorisées dans la mauvaise classe, bien, quand on révise les vrais chiffres de chômage pour mi-avril 2020, le taux de chômage est passé de 3,5 % en 2020, en février, à 19,7 % à la mi-avril 2020. Donc, c'est 3 points de pourcentage de plus que ce qu'on avait annoncé en mai. Le vrai chiffre de chômage, donc, de 19,7 % à la mi-avril 2020. Pour le mois de mai, les économistes et analystes attendaient un taux de chômage qui frôlerait les 20 % et même au-delà de 20 %. Or, en tenant compte maintenant du taux de chômage, effectivement, donc de 19,7 % à la mi-avril, avec la bonne statistique, la bonne nouvelle, le taux de chômage n'a pas monté davantage, il avait atteint 19,7 %, mais a baissé à 16,3 % à la mi-mai. Donc, c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'on va dans la bonne direction, mais on demeure quand même à un niveau de chômage historiquement extrêmement élevé. Malgré ce que le président américain peut bien être content que ça baisse, on est tous contents que ça baisse un peu, mais on est loin d'avoir terminé le travail. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle amélioration du chômage, contrairement à ce qu'on s'attendait d'abord à une détérioration davantage marquée du chômage entre avril et mai? Parce que le taux de chômage, souvent, une réaction qui se fait voir après coup. Il y a une statistique qu'on appelle qui réagit, qui est en réaction à ce qui s'est passé dans l'économie. Mais d'une part, c'est que le déconfinement dans plusieurs États américains s'est fait de façon plus rapide que ce à quoi on s'attendait.
Et notamment, quand on regarde dans le détail des statistiques, il y a un retour plus rapide qu'attendu dans l'emploi dans les secteurs à forte interaction sociale, notamment l'ouverture des restaurants, l'ouverture des services aussi de proximité de la santé, autres que les hôpitaux, notamment les bureaux de dentistes qui étaient fermés. Donc, ça, c'est la raison. Mais une des raisons aussi pourquoi le chômage s'est amélioré un peu, c'est que les mesures adoptées par le Congrès américain, dont la mesure du Paycheck Protection Program, qui offrait des prêts aux petites entreprises et même moyennes entreprises, qui pouvaient être convertis en subventions à la condition expresse qu'elles maintenaient la masse salariale, qu'elle allait réengager, que ces entreprises allaient réengager les personnes qui avaient été mises à pied temporairement en mars. Le problème, c'est que ces programmes sont déjà à court d'argent et l'aide à l'emploi qui est procurée par ce programme ne dure que 8 semaines. Et pour le moment, il n'y a pas d'autres programmes qui viennent. En tout cas, pour l'instant, le Congrès n'a pas adopté et la Maison-Blanche n'a pas signé de nouvelles lois qui prolongeraient ces programmes-là. Alors, qu'arrivera-t-il à l'automne lorsque ces programmes ne sont pas reconduits, et même s'ils étaient reconduits, dans la mesure où, par exemple, si les restaurants voient qu'ils ne font, des restaurants ou des petites entreprises voient qu'ils ne seront plus capables de faire face à la reprise trop lente éventuellement de l'économie et qu'elles font faillite. Mais ces personnes qui sont revenues en emploi en mai pourraient, en tout cas une partie d'entre elles, pourraient reperdre leur emploi. Donc, autrement dit, il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne peut pas crier, on est très loin de pouvoir crier victoire malgré l'amélioration. On va dans la bonne direction d'une baisse de chômage entre avril et mai. La question, est-ce que cette baisse va être durable? Est-ce que la reprise économique va être plus forte? On va y revenir. Alors, juste pour terminer là-dessus, vous voyez, ici, on a des données qui ne sont pas les données officielles, mais il y a des reconstitutions de données historiques des chômages entre 1929 et 1941 pendant la Grande Dépression. Vous voyez, même à 16,3 le taux du mois de mai, de la mi-mai, on remarque bien que le chômage est maintenant plus élevé quand même que pour la majeure partie de la période de la Grande Dépression des années 30. Alors, et pour terminer, vous voyez ici l'évolution du nombre d'emplois total en excluant le secteur agricole. Donc, on voit que le nombre d'emplois qui est depuis janvier 2016, qui était à la hausse, a un peu l'effet de crochet, un peu de crochet de pêche, où est-ce que l'emploi a chuté considérablement. Et vous voyez en mai l'augmentation du nombre d'emplois que ça représente. Il reste tout un écart à combler pour revenir au niveau qu'on observait en janvier 2020. Alors, quelles sont toutes les sources d'incertitude? Quelles sont les sources d'incertitude principales à propos de cette pandémie? Alors, c'est un nouveau virus, le virus Corona, malgré ce qu'une des conseillères du président Trump disait que c'était le COVID-19 et qu'elle semblait laisser entendre que c'était le 19e virus du genre et donc on le connaissait mieux. Ce n'est pas le 19e virus, de nouveau virus ou novavirus, c'est véritablement un virus qui a commencé en 2019. Et ce virus semble provoquer principalement une infection inflammatoire pulmonaire très grave qui dégénère parfois et est fatale. Et à tout le moins, il semble également attaquer d'autres organes comme les reins, le cœur, la peau et affecter le système circulatoire, soit directement, soit indirectement. On ne sait pas encore si c'est le virus qui cause des problèmes de production et de multiplication de caillots sanguins multiples ou si c'est la réponse immunitaire qui combat le virus qui a cet effet induit ou collatéral. Quelle est la qualité et la précision de l'estimation de R0 dans le modèle SIR? Et surtout dans un contexte où les personnes infectées asymptomatiques peuvent transmettre le virus à leur insu. Quels sont les impacts à court et à long terme de la COVID-19? Alors, même pour quelqu'un qui se remet de l'infection, est-ce qu'à long terme, il y aura des conséquences? Pour l'instant, on ne le sait pas. On souhaite qu'il n'y en ait pas, on souhaite qu'elle soit mineure, mais on ne sait pas quelles sont ses conséquences pour le moment. Quel est le taux de morbidité? Quelle est la qualité des données? Et la qualité des données dépend bien sûr des types de tests qui sont effectués, de la quantité de tests qui est effectuée. Et ces tests-là ne sont pas toujours précis. Et on voit que dans certains cas, c'est un test qui est très populaire. On constate qu'ils ont un fort taux de faux négatifs et parfois même de faux positifs, ce qui rend encore l'incertitude plus grande sur la qualité de données et sur l'impact de l'infection. Et il ne faut pas exclure non plus dans certains cas la qualité de la communication des données qui sont publiées, ou dans certains cas, on constate qu'il y a des ingérences politiques ou administratives pour ne pas, par exemple, dans certains cas, je voyais à l'État de Floride, pendant plusieurs semaines, ne répertoriait pas le nombre de décès dans les résidences de personnes âgées avec soins. Donc, ce n'était pas compté comme faisant partie des victimes de la COVID. Alors, qu'en est-il aussi du degré d'immunité pour une personne qui est infectée une première fois? Est-ce qu'elle peut être infectée une deuxième ou troisième fois?
Si elle a une immunité, est-ce que cette immunité-là est durable ou non? Et pendant combien de temps? Dans quelle mesure aussi les personnes se conforment-elles aux mesures de distanciation sociale et autres mesures qui sont mises de l'avant pour réduire le degré de propagation du virus? Et ça nous amène justement à deux courbes qu'il faut essayer d'aplanir. On parle beaucoup d'aplanissement de la courbe. On parle de la courbe de pandémie, où par exemple, ici, on a le nombre de cas d'infection à travers le temps, à partir du début de la pandémie. Évidemment, sans mesures publiques de protection ou de distanciation, on voit une augmentation importante et rapide du nombre de cas. La ligne pointillée représente ici la capacité des systèmes de santé, privés ou publics, à pouvoir soigner, traiter les gens qui sont malades. Ça inclut notamment le nombre d'unités de soins intensifs, de lits qui sont disponibles. Et donc, une des questions, c'est que si le nombre de gens qui sont contaminés, qui sont infectés, augmente très grandement et ont besoin de soins de santé importants, si le système de santé n'a pas la capacité de les accueillir et de les traiter, vous imaginez donc les conséquences sont très graves, en plus du dérèglement du système sanitaire. Avec les mesures de confinement, un des objectifs était, bien sûr, de limiter ou d'étaler la contagion à travers une population, à travers les populations, de manière à ne pas dépasser idéalement la capacité du système de santé à pouvoir accueillir les gens qui ont besoin de traitement. Une autre courbe de qui est à aplanir, c'est la courbe de récession. Alors, vous avez la ligne en bleu ici, le ralentissement économique qui peuvent accompagner même des mesures macroéconomiques dont on va parler, qui réduisent l'impact négatif sur l'économie. Mais cette courbe, évidemment, elle est davantage prononcée s'il n'y avait pas d'accompagnement de mesures d'aide, d'assistance via la politique budgétaire et ou la politique monétaire, ou la combinaison des deux. Donc, ça, c'est une question importante. Mais remarquez bien que s'il n'y avait pas même de mesures de confinement, excluant même mesures macroéconomiques, il y aurait une récession de toute façon, puisque les gens, par mesure de précaution ou par mesure en panique, avec raison jusqu'à un certain point, décideraient, s'ils voyaient la propagation rapide de la maladie et ses conséquences, pourraient décider d'arrêter de travailler, de ne pas se présenter au travail, bien sûr, et aussi de consommer moins et de reporter à plus tard, hein, par précaution, certaines décisions de consommation. Alors, comment atténuer la mortalité et les effets débilitants en termes sanitaires de la pandémie? Comment atténuer l'impact économique à court et à long terme d'un grand confinement? Comment amortir, sinon éliminer, les mécanismes amplificateurs des mesures de protection publique ou de santé publique et éventuellement raccourcir donc la longueur et la profondeur d'une récession? Encore une fois, la question, c'est est-ce qu'il y a un arbitrage entre eux? Est-ce qu'on a le choix entre laisser la pandémie courir et avoir moins d'impact économique, supposément, ou le contraire, donc d'arrêter ou de ralentir la progression de la contagion, à tout le moins, jusqu'à temps qu'on obtienne un vaccin ou au moins des traitements antiviraux, et mais en conséquence, d'accepter d'avoir des conséquences économiques plus graves. D'abord, on peut remarquer qu'il y a déjà une différence entre des mesures de distanciation sociale et de confinement qui vraisemblablement pourraient être plus coûteuses pour l'économie versus une stratégie de suivi, de tests de quarantaine, une stratégie STQ, qui serait moins coûteuse pour l'économie. Mais même sans aucune de ces mesures de distanciation ou de stratégie STQ, il y aurait quand même une récession. Mais en contrepartie, il y aurait davantage de décès. Ce qui a un impact, bien sûr, humain, pour leur famille, pour les personnes, pour les proches, mais un impact économique aussi. Or, le consensus des différents modèles économiques qui se développent depuis quelques mois, et consensus assez large parmi les experts et raisonnable, c'est qu'on ne doit pas séparer les dimensions sanitaires publiques et les dimensions économiques. L'arbitrage n'est pas qu'un arbitrage simple de court terme entre un ou l'autre, comme certains gens essaient de faire ressortir. D'ailleurs, les travaux récents de Eckenbaum, Rebello et Traban, le premier texte en mars dernier, ont adapté le modèle SIR des pandémies ou d'épidémies dont je parlais tout à l'heure en y ajoutant le côté macroéconomique. Donc, en combinant l'interaction entre les décisions économiques des agents économiques, des individus, en termes de travail, de consommation, d'investissement, et les effets épidémiologiques. Alors, on maintient le mécanisme de base du modèle SIR. On inclut alors les problèmes de prise de décision optimale des agents économiques, individuels, selon qu'ils soient des personnes susceptibles, des personnes qui sont infectées et infectieuses ou des personnes qui se sont remis de la contagion.
Ces problèmes-là donc visent que les agents économiques prennent des décisions en termes de consommation et de travail en tenant compte et maximisent sous contrainte leur bien-être, en tenant compte bien sûr de leurs contraintes budgétaires. Et on compare dans ce modèle l'équilibre concurrentiel avec un équilibre socialement optimal qui lui pondérait le bien-être des trois groupes d'agents, alors que chaque groupe d'agents individuel ne tient pas compte de l'impact des sites globales sur l'ensemble de la société, des décisions qu'ils peuvent prendre. Pour fin d'étalonnement, de calibration, on a pris des chiffres qu'utilise, par exemple, l'Agence de protection de l'environnement américaine en disant évaluons une vie perdue à 9,5 millions de dollars. Et ce n'est pas l'idée qu'on veut limiter de façon bêtement mercantile la vie humaine, mais c'est pour permettre d'avoir de calibrer, d'avoir une unité de mesure. Qu'est-ce que ça représenterait d'avoir plus de décès? Alors, donc, supposons 9,5 millions, et là, on ne tient pas compte, évidemment, sur l'âge de la personne, etc. On dit, pour une vie humaine perdue, ça représente une perte, disons, de 9,5 millions de dollars. Alors, on utilise l'estimation économique de cette estimation économique et la modélisation des décisions des agents économiques en termes de consommation et de travail, en disant une pandémie implique que les agents économiques vont réduire leur consommation et réduire les heures travaillées offertes, même demandées, et ça permet de réduire l'activité de la propagation de l'épidémie. On regarde aussi l'impact sur le nombre total de décès, mais en tenant compte que ces décisions de réduction de consommation et d'heures travaillées exacerbent l'ampleur de la récession causée par la pandémie. On démontre que, dans ce contexte-là, la pandémie et le confinement, tous deux, contribuent à générer des effets, des chocs d'offres et de demande sur l'activité économique et donc provoquent une récession importante et persistante. Bien sûr que ce modèle est simple. Il n'en demeure pas moins instructif, malgré qu'il fasse même l'abstraction des politiques budgétaires et monétaires qui peuvent atténuer les impacts économiques du confinement. Elles font abstraction du coût que peuvent entraîner les faillites d'entreprises et les effets de persistants d'augmentation de chômage qui réduisent potentiellement le capital humain des individus, des personnes, et donc leur productivité, leur prospective d'emploi et de rémunération dans l'avenir. Elles font fi des impacts à long terme sur les chaînes d'approvisionnement et l'impact, c'est le reste sur la performance économique. Alors, malgré toutes les hypothèses qu'on met de côté, les hypothèses qui permettent de mettre de côté certains effets, on montre quand même qu'un équilibre concurrentiel n'est pas socialement optimal. Donc, sans mesure de confinement, les personnes affectées n'internalisent pas pleinement l'effet de leurs décisions sur la propagation du virus. Et si on compare deux scénarios, d'abord un scénario de grand confinement, comme celui qu'on a connu aux États-Unis et dans plusieurs pays, qui dure 1 an, qui ne durerait pas juste quelques mois, mais 1 an de temps, pour se donner le temps de développer un vaccin ou des mesures antivirales. Un grand confinement qui durerait 1 an, c'est pas ce qu'on a eu, amènerait une baisse du PIB réel de 22 qui équivaudrait aux États-Unis à une perte de 4 200 milliards de dollars américains. Si on fait fi du confinement, et aucun confinement, on laisse la maladie propager sans aucune mesure de distanciation sociale ou de confinement, le même modèle, même simple, implique qu'il y aura une contraction. Il y aura une récession, contraction moins forte du PIB réel de 7 mais il y aurait aussi 1 demi-million de plus de décès, de pertes de vie humaine, qu'évaluons pour fin de discussion à 9,5 millions de dollars. Bien, la combinaison de la récession, qui certes est moins forte, mais de la perte de vie humaine, de la valeur de perte de vie humaine, représente une perte de 6 100 milliards de dollars américains. Alors, vous voyez donc, sans grand confinement, la perte est plus grande, si on l'évalue comme ça, qu'avec confinement. Donc, il faut donc faire attention de ne pas dire, bien là, on a le choix présentement entre une récession ou la propagation de la pandémie. Ce choix-là n'est pas si simple que ça. Quand on se rend compte de l'impact sur les pertes de vie humaine, c'est une perte appréciable, extrêmement importante pour l'économie. On le voit ici pour l'économie américaine, mais évidemment, ça pourrait se faire pour d'autres. Même genre de calcul pourrait être fait pour d'autres économies. Et une version plus récente du même modèle analyse maintenant, ou enfin une extension du modèle, analyse l'impact en tenant compte que dans le modèle précédent, on supposait que les gens savaient quel était leur état de santé. En réalité, les gens ne savent pas toujours quel est leur état de santé. D'abord, la maladie est parfois asymptomatique. Dans certains cas aussi, les tests ne sont pas testés, les gens ne savent pas s'ils sont porteurs ou non du virus. Alors, quand on regarde l'impact d'une stratégie de test ou de STQ, donc de tests de suivi
et de quarantaine. Et si on regarde le cas qu'on ferait des tests sans quarantaine des gens qui sont contagieux et l'impact de gens après les tests qui sont suivis et qui sont mis en quarantaine le temps de l'infection, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, si on fait des tests sans quarantaine, ça aggrave les répercussions économiques et sanitaires d'une épidémie, ce qui a l'air un peu contre-intuitif. Mais la raison, c'est parce que les personnes qui ne sont pas saines de leur état de santé sont incitées à travailler, à réduire leur activité économique pour réduire le risque d'infection et d'être contagieux et d'attraper le virus. Alors, si les tests révèlent à une personne qu'elle est infectieuse, dans certains cas, plusieurs de ces personnes vont décider de dire, maintenant, je ne peux pas être à nouveau remis à être encore contagieux, alors, et attraper à nouveau la maladie. Elles font ce calcul-là et elles réduisent moins leur activité économique, donc se protègent moins et participent davantage à l'interaction sociale, ce qui donc augmente la propagation du virus. Parce que les personnes qui ont été déjà déclarées infectées et qui le savent, plus de ces personnes, une partie de ces personnes vont continuer à faire leurs courses, vont continuer à travailler. Les interactions sociales qui en découlent deviennent donc plus risquées pour les personnes qui n'ont pas été infectées, qui, elles, réduisent leur activité économique. Au net, la récession est alors plus profonde et il y a plus de décès. Par contre, si on accompagne les tests avec une mise en quarantaine des personnes qui sont infectées, alors socialement, non seulement c'est très avantageux, ça améliore l'arbitrage important entre l'activité économique et les résultats sanitaires. Et on réduit à ce moment-là l'impact de la récession et on réduit en même temps la propagation de la maladie. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui se remettent d'une infection. On ne sait pas si l'immunité était temporaire ou permanente. C'est d'autant plus vrai que c'est important de combiner, avoir une stratégie vraiment STQ qui ne fait pas juste tester et tester correctement, mais aussi qui permet d'agir chez les personnes qui sont infectées. Alors, quelles sont les conséquences économiques de ce choc? Alors, donc, d'une part, il y a un choc sur l'offre et la demande de travail, et il y a un choc sur la demande et l'offre de biens et services. En termes de production agrégée de biens et services du côté de l'offre, il y a un impact direct plus fort pour les secteurs dont les types d'activités font intervenir davantage d'interaction sociale. Pensons au restaurant, au voyage, transport en commun, etc. Le choc négatif de production découle aussi d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement à l'intérieur des pays, domestiquement, mais aussi internationalement. Il y a donc moins d'heures personnes travailler, moins de personnes au travail, et les personnes au travail travaillent moins d'heures. Donc, elles peuvent travailler moins d'heures et ça s'apparente à un choc négatif de productivité, peut-être plus ou moins temporaire, mais qui peut être quand même très persistant, avec un effet direct, des effets de richesse, des effets de substitution, etc. Un choc négatif aussi sur la demande agrégée de biens et services. Parce que comme les gens se retrouvent sans emploi, avec moins de revenus, et que c'est relativement durable, étant donné aussi l'augmentation du niveau d'incertitude, ça amène une réduction significative de la demande de consommation, même de biens non durables et de la consommation de services. Ça amène aussi une réduction significative de la demande agrégée des biens durables, qui s'apparente à l'investissement. Il y a un effet sur l'investissement des entreprises, puisque le rendement attendu sur le capital physique, sur des investissements faits aujourd'hui, et un rendement attendu dans l'avenir lorsque plus davantage de machines d'équipement sont disponibles. Donc, parce qu'il y a une période de gestation entre le moment où on investit cette année et le moment où il y a davantage de machinerie d'équipement. Mais si on s'attend à ce que le rendement qu'on recevra d'installation de machinerie d'équipement dans l'avenir est plus bas, étant donné l'incertitude aussi sur ce rendement, ces deux effets font en sorte que ça réduit drastiquement la demande d'investissement privé. Alors, malgré la baisse de l'offre agrégée, en plus de la baisse de l'offre agrégée, la baisse de la demande agrégée exerce alors une pression à la baisse sur le taux d'intérêt réel mondial, nonobstant la politique monétaire. Donc, la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont bas, on parlera qu'il y a en partie la politique monétaire, mais indépendamment de la politique monétaire, le taux d'intérêt réel mondial est bas à cause de ce choc négatif et les pressions sur la demande agrégée des biens et services. Et bien sûr, il y a les perturbations sur le marché du travail qui entraînent des hausses de chômage comme celles dont on a discuté tout à l'heure. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, certains secteurs sont moins touchés. Alors, les secteurs moins touchés, on parle bien sûr des secteurs qui sont déclarés comme étant, entre guillemets, essentiels, parce qu'à cause de la provision de soins de santé, qui sont importants, les hôpitaux, etc., la distribution alimentaire, les épiceries. Les secteurs dont les activités peuvent aussi être menées plus facilement en ligne ou à distance par les travailleurs qui travaillent à domicile. Mais dans ces secteurs-là, par exemple, quel pourcentage d'économie que ça représente? Bien, aux États-Unis, des estimés très récents de Dingle et Neyman
montre qu'environ 34 des emplois américains, qui représentent 44 du salaire de la masse salariale globale dans l'économie américaine, qui pourraient être exécutés à domicile. Ça varie bien sûr selon les villes et selon les industries. Les industries qui sont plus propices au travail à distance sont les services professionnels, scientifiques et techniques, les services de gestion de sociétés et d'entreprises, les services éducatifs, la finance, l'assurance, les services informationnels, l'informatique. Les secteurs qui sont les moins propices ou moins sujets à pouvoir faire du travail à distance, bien sûr, sont ceux du transport et de l'entreposage, la construction, parce qu'on ne peut pas construire une maison ou un édifice à distance, la vente au détail, l'agriculture, la foresterie, la chasse et pêche, l'hébergement, la restauration. Comment ça se compare pour les pays en développement? Bien, certains estimés, notamment par exemple de Salciel, montrent qu'environ 13 des travailleurs dans les pays en développement pourraient travailler à domicile et ça varie, par exemple, on estimé 5,5 au Ghana jusqu'à 23 à Yunnan en Chine. Et on remarque, ça dénote aussi l'impact particulièrement négatif sur l'économie, que le pourcentage des gens qui peuvent travailler à distance sont des emplois ou des professions qui sont mieux rémunérés. Donc, ceux et celles qui ne peuvent pas l'être sont des emplois à rémunération plus faible. En Afrique du Sud, dans le même genre de proportion, 13,8 des employés pourraient plus facilement travailler à distance. On dit que tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon aussi parce que, notamment, il y a un risque sanitaire, un risque économique qui se combinent, qui font en sorte que ça accentue un effet en cascade dans les secteurs où la proximité est plus grande, dans la production ou dans la consommation, et qui augmente à la fois le risque de santé et le risque économique des secteurs ou des agents, des travailleurs. Suite, évidemment, à cette pandémie, aux effets sanitaires et économiques, il y a donc une réponse, une réaction de politique économique ou de politique sociale qui peuvent et qui sont mises de l'avant. Au niveau sanitaire, il y a les mesures de distanciation et de confinement, les interventions des pharmaceutiques, on pense au lavage des mains, au port de masque, à la distanciation de 2 mètres entre les personnes, à l'investissement important en équipement de protection personnelle, parce qu'on en a manqué dans certaines économies, certaines régions, pour les travailleurs de la santé. Alors, si les médecins, les infirmières n'ont pas accès à des masques N95, n'ont pas accès à d'autres mesures de protection physique pour se protéger, ça a des conséquences, bien sûr. Il y a des mesures telles de suivi, tests et quarantaine, les mesures SIQ dont je parlais tantôt, et la fermeture ou le grand confinement de différents secteurs de l'économie. Les réponses politiques économiques, d'abord en termes de politique monétaire, je ne vais pas illustrer celle de la Banque centrale américaine, mais il y a des choses à peu près similaires dans plusieurs pays du monde. Alors, aux États-Unis, on a abaissé le taux d'intérêt, le taux directeur, le taux que contrôle la Banque centrale, vers 0 sur lequel elle a le plus d'avantages d'influence. On l'a approché de la borne de 0 La Banque centrale américaine a ouvert différentes facilités de crédit qui visent à soutenir le fonctionnement des marchés financiers, parce qu'une des choses qu'on veut essayer d'éviter, c'est éviter d'avoir une crise financière, une crise du système financier qui viendrait accentuer la crise économique qu'on observe. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, ou lors de la grande récession 2007-2009, il y a eu une crise financière extrêmement importante qui a fait que la crise économique, non seulement a été très profonde, elle a duré un certain temps et la reprise était extrêmement lente. Donc, la Banque centrale veut essayer d'éviter que des faillites éventuelles d'entreprises feraient en sorte qu'elles viendraient fragiliser le secteur financier. Donc, elle intervient à cet égard-là. Donc, elle consiste principalement à absorber la dette à long terme du gouvernement américain jusqu'à maintenant, mais elle est prête, elle a annoncé qu'elle est prête à intervenir en achetant aussi des titres financiers, des obligations d'entreprises privées, de municipalités et de gouvernements, d'autres niveaux de gouvernement. Jusqu'à maintenant, la politique monétaire fonctionne particulièrement bien pour prévenir la crise financière. On souhaite que ça continue. Mais pourtant, en même temps, même si on réussissait, et on espère qu'on va réussir à éviter une crise financière, ce qui n'est pas impossible, l'efficacité de la politique monétaire pour reprendre, pour favoriser une reprise économique, il y a plus de débats, il y a plus d'incertitudes sur l'efficacité réelle à cet égard-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas prendre ces mesures actuellement pour éviter une crise plus importante, mais est-ce que ça va servir à permettre une reprise plus forte par la suite? Ça, c'est plus incertain. Il y a plus de débat, il y a plus de débats là-dessus parmi les économistes, sur la base de nos connaissances. Et un peu une analogie, c'est qu'on peut penser qu'il est plus facile de tirer sur une corde, ça a plus d'effet. Si on attache une corde, par exemple, après une table, et vous tirez sur la corde, la table va suivre. Si vous poussez sur la corde, la table ne bouge pas tellement. Et c'est un peu l'expérience qu'on a eue suite à la grande récession de 2007-2009.
Il y a le risque aussi que les banques centrales perdent leur indépendance vis-à-vis des autorités fiscales. Comme les autorités budgétaires dans différents pays du monde disent maintenant, bien, comme la Banque centrale nous a aidés temporairement à acheter notre dette, est-ce que les autorités fiscales ne voudront pas davantage demander à la Banque centrale d'acheter, donc d'imprimer de la monnaie pour financer, d'abord à court terme, la dette des gouvernements et ultimement financer les budgets de l'État? La contrepartie de cela serait que la crédibilité des banques centrales vis-à-vis de l'inflation est clairement menacée si ce risque-là augmente et les attentes inflationnistes des agents économiques suivront et ce qui amènerait une hausse de l'inflation. On a déjà vu des exemples de cas extrêmes dans des contextes différents. Pensez au Zimbabwe il y a une dizaine d'années, pensez au Venezuela maintenant. Il y a d'autres épisodes historiques dans les cas extrêmes d'hyperinflation. Mais sans tomber dans l'hyperinflation, il risque que l'inflation devienne très élevée dans certains cas. Donc, il faut garder ce risque-là lorsqu'on tient compte de la politique monétaire actuelle et éventuellement de la politique monétaire éventuelle. Parce que dans la mesure où il est tout à fait justifié d'ajouter des liquidités dans le système, comme le fait la Banque centrale américaine et plusieurs banques centrales, elle devra éponger cette liquidité dans l'avenir. La question, c'est à quel moment l'éponger, ne pas le faire trop rapidement pour ne pas affecter indûment négativement la reprise économique, mais à court terme, mais ne pas non plus faire trop lentement et de manière à ce que l'inflation prenne de l'ampleur, prenne de la vigueur, sans qu'il y ait pourtant d'impact économique, parce qu'à long terme, la politique monétaire n'a pas d'impact sur l'activité économique réelle. Et un dernier risque aussi qu'il faut évoquer, c'est le risque de dopage indu du marché financier. On voit par exemple le marché boursier américain qui a repris pratiquement ce qu'il avait perdu en mars au cours des dernières semaines. La question, dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas un dopage suite à l'intervention justifiée et justifiable de la politique monétaire, mais lorsque la reprise se fera sentir, si le marché financier est indûment dopé, il y a une inflation, non pas du prix des biens et services, mais une inflation du prix des actifs boursiers, des actifs financiers, et ça crée une distorsion qui peut encourager des mauvais placements à prendre des risques indus qui peuvent amener des bulles spéculatives, qui lorsque les bulles creveront, il y aura alors un effet négatif sur le marché boursier, mais avec une contamination alors économique sur l'économie réelle. D'autres mesures ou réponses politiques sont en termes de politique budgétaire par les gouvernements. Ça prend différentes formes d'assistance fiscale et financière à l'intérieur de plans de relance économique, notamment pour aider les travailleurs à conserver leur emploi, comme ce que j'ai décrit tout à l'heure, ou encore pour aider les ménages à rencontrer des paiements qui sont incontournables, notamment relativement à leur loyer, les services publics, là, je parle de l'électricité, etc., les hypothèques, l'assurance, les assurances. Une autre forme d'aide financière, c'est d'aider directement les entreprises à surmonter cette tempête pour éviter qu'elles fassent faillite, en amenant des conditions d'emprunt plus faciles, en reportant éventuellement temporairement certains paiements de taxes et impôts, en suspendant les remboursements de certains prêts et en fournissant une aide financière directe en cas de besoin. Et enfin, pour soutenir la stabilité du système financier, comme j'évoquais tout à l'heure. Mais la contrepartie de ça veut dire qu'une augmentation importante des déficits budgétaires et bien sûr de la dette publique, de la dette des gouvernements, et qu'on exprime un indicateur important de prendre le montant total d'une dette d'une économie en pourcentage de la production dans l'économie du produit intérieur brut. Et si on remarque, par exemple, ici, on regarde, j'ai des données de reprise de The Economist en mai dernier, au début mai, le 5 mai dernier, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on voit qu'on s'attend à ce que le ratio dette-PIB atteigne près de 100% du PIB rapidement aux États-Unis d'ici la fin de l'année et près de 135-140% du PIB en Grande-Bretagne. On a connu des niveaux très élevés dans le passé, pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et on avait connu aussi une hausse lors de la Première Guerre mondiale. Alors donc, et il y a des périodes plus historiques plus passées, là, ici vous voyez, par exemple, les guerres napoléoniennes de Grande-Bretagne en Europe là, avaient connu une augmentation importante de la dette du gouvernement britannique à l'époque. Donc, on a déjà connu de telles hausses. Mais quelles sont les conséquences de telles hausses? Bien, un élément qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas de seuil de dire, ben voici, à tel niveau, voici taillé, on est dans le trouble. Il n'y a pas de taux optimal d'endettement que les modèles permettent de dire que ce taux est extrêmement important. Par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsque le taux augmente, mais surtout lorsque la direction d'augmentation suggère que le ratio dette-PIB pourrait être un sentier explosif, là, il y a des conséquences particulièrement importantes avec une incidence négative sur la croissance économique et sur la performance économique d'une économie.
Pour l'instant, on dit que ce n'est pas trop grave que le taux d'endettement augmente dans les pays comme les États-Unis ou les pays industrialisés parce que les taux d'intérêt sont très bas et demeurent très bas, même des échéances plus longues. Sauf que toute la dette existante du gouvernement n'est pas celle des derniers mois. Il y a des dettes qui ont été contractées dans le passé qui vont venir à échéance, qu'il faudra refinancer. Certaines cette année, certaines l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Or, une variable clé ou deux variables clés pour voir ce qui arrive à l'évolution de l'endettement ou du ratio dette PIB, il y a bien sûr les déficits par rapport au PIB, la taille des déficits dans l'avenir, mais il y a aussi l'écart entre le taux d'intérêt sur la dette par rapport à la croissance de l'économie, la capacité donc de l'économie à rembourser la dette. Alors, quand le taux d'intérêt est en dessous du taux de croissance de l'économie, et ça arrive occasionnellement, comme c'est le cas présentement, c'est donc un facteur de moins qui peut aggraver le taux d'endettement. Mais si la mesure où le taux d'intérêt augmente un peu, il n'a pas besoin d'augmenter à 15 là. S'il passe, par exemple, de 2 sur la dette, 3 à 5 ou 6 par rapport à une croissance de l'économie de long terme qui demeure en bas de 3 là, on arrive à un facteur où le taux d'intérêt est plus élevé que la croissance de l'économie, ce qui veut dire que le taux d'endettement va se mettre à ce moment-là à augmenter plus rapidement. Il y a donc un risque à cet égard-là. Et comme il n'y a pas seulement les États-Unis qui empruntent davantage, il n'y a pas seulement la Grande-Bretagne, il y a l'ensemble des gouvernements de la planète qui empruntent de façon massive présentement, et c'est justifié, encore une fois. Mais en conséquence, comme l'économie mondiale est une économie qu'on appelle fermée, c'est-à-dire que les Martiens refusent de nous prêter et on refuse d'emprunter de la part des Martiens, si vous permettez l'image, mais dans ce contexte-là, il y aura une pression à la hausse sur le taux d'intérêt naturel, le taux d'intérêt réel naturel mondial, toujours en égal par ailleurs. C'est inévitable. Ajoutons à cela maintenant des considérations géopolitiques. Les deuxièmes plus importants détenteurs de la dette américaine, de la dette du gouvernement fédéral américain, sont les Chinois. Alors, les tensions américano-chinoises qu'on observe présentement entre le gouvernement Trump et la République de Chine, indépendamment, je ne dis pas que toute la Chine, tout ce qu'elle fait est correct, c'est pas ce que je dis, sans être un grand partisan de Trump, loin de là même, je dois dire quand même, il y a des tensions qui sont là, et comme les Chinois sont détenteurs d'une bonne partie de la dette américaine, ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir, c'est maintenant les prochaines émissions de dette américaine, donc le déficit actuel du gouvernement américain, si les nouvelles obligations émises par le gouvernement américain ne trouvaient pas aussi facilement preneur, parce que par exemple, la Chine disait, je n'en achète pas pendant un certain temps, j'arrête d'acheter la nouvelle émission de dette américaine. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Alors, malgré que le dollar américain soit une monnaie de réserve internationale fortement utilisée dans l'ensemble des échanges internationaux, mais si la demande d'obligations américaines du gouvernement américain diminue, par exemple, dans le contexte de tensions sociaux, de tensions géopolitiques, ça va amener donc une augmentation du taux d'intérêt américain et du taux d'intérêt mondial aussi. Et malheureusement, je crois que la probabilité que ça arrive est loin d'être nulle dans le contexte actuel. Et dernier élément aussi en termes de dette publique, c'est que dans le budget de l'État, il y a différents types de programmes de dépenses courantes, de dépenses d'infrastructure, mais il y a aussi un poste associé au service de la dette qui représente l'intérêt sur la dette en circulation, sur la dette en cours. Or, même si le taux d'intérêt ne changeait pas trop pour le moment, puisque le montant de dette augmente, le poste de service de la dette dans le budget d'État devient de plus en plus grand. Et donc, ça veut dire que ça prend une proportion plus grande du budget, ce qui laisse moins de marge de manœuvre pour les gouvernements pour prendre d'autres mesures et même pour continuer à donner des services en termes de dépenses publiques, services qu'on peut juger importants en termes de santé, d'éducation, de sécurité publique, etc. Alors, dans ce contexte-là, c'est une autre conséquence. Et finalement, on peut dire aussi que pour les pays en voie de développement, vraisemblablement, c'est plus difficile d'emprunter à des meilleures conditions d'emprunt dans un contexte où l'ensemble de la planète emprunte davantage. Donc, autre élément qui va venir davantage restreindre la capacité, la marge de manœuvre des gouvernements pays en voie de développement. Alors, à quelle sorte de reprise doit-on s'attendre? Évidemment, il y a différents pronostics et permettez-moi de faire une légère et courte revision géométrique, on peut dire, des cycles économiques, d'un texte intéressant qu'on peut trouver sur sur le site Internet du Brookings Institute aux États-Unis. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement optimistes, certains gens autour de Trump, là, pensent par exemple que, bon, on a connu une forte récession, on connaît une forte récession à cause du confinement et de la pandémie, mais que donc les gens ont arrêté certains évidemment achats, ils ne pouvaient pas aller au restaurant, ils ont annulé des voyages, au moins pour le moment, ils ont arrêté de faire certains achats. Mais lorsque la reprise se fait sentir, non seulement ils vont revenir au niveau où ils étaient, mais ils vont reprendre les achats qu'ils n'avaient pas faits, ils vont les faire. Et donc, il y aura une reprise en Z. Je
crois que c'est très peu réaliste de penser que c'est ce qui se produira, mais ce serait théoriquement, conceptuellement une possibilité. Une autre hypothèse de reprise économique a une forme encore qui est très optimiste, c'est la forme en V. Au début de la crise, en mars, on pensait que la reprise en V était encore assez probable, parce que oui, il y aurait un creux, mais on reprendrait assez rapidement, il faut qu'on rouvre l'économie et on reviendrait au niveau, à la tendance que devait connaître l'économie. Autrement dit, c'est comme si les voyages qui n'ont pas été effectués, les repas au restaurant qui n'ont pas été achetés, les concerts qui n'ont pas été fréquentés ont passé, bon, on les oublie, on les reprendra pas, mais une fois que la vie est revenue à la normale, tout revient comme avant. Ce qui est plus probable, c'est un contexte quand même un peu plus pessimiste, et c'est une reprise en U, où le niveau du PIB a tombé, a chuté. Il demeure faible pendant un certain temps, notamment à cause des différentes normes et mesures de distanciation sociale, mais éventuellement, l'économie se rétablit et revient à la tendance. Ça prend un peu plus de temps, c'est en U, mais donc c'est le genre de reprise possible. Ce n'est un peu pessimiste, mais pas trop. Une variante de ça, c'est la forme de logo de Nike, la forme en swoosh, comme ils disent en anglais, qui demeure quand même une vision plutôt pessimiste et possiblement, mais encore malheureusement, très probable, où l'économie commence à rebondir fortement, mais par après, on retombe sur un sentier de reprise qui n'est pas encore en deçà de ce qu'on aurait connu s'il n'y avait pas eu la crise, et ça prend pas mal de temps avant de revenir à la tendance de croissance pré-pandémique. Une autre possibilité qu'on peut exclure, c'est une reprise en W, où après le confinement imposé en réponse à la pandémie, évidemment, il y a eu un creux sur la pandémie et aux mesures de confinement. Il y a une reprise économique qui est peut-être assez rapide jusqu'à un certain point, mais quand même, qui est assez brusque, mais qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on aurait connu pré-pandémie. Et là arrive, par exemple, une deuxième vague de la pandémie qui demande d'autres mesures de confinement. Et là, on creuserait à nouveau, on retomberait, on aurait une deuxième récession. En fait, on est encore en récession, mais on recreuserait à un niveau bas. On espère pas aussi bas que la première fois, mais peut-être on ne le sait pas. Et la question, évidemment, de cette reprise en W, donc, est quand même assez drastique. Ben, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemblerait la reprise après la deuxième vague? Qu'arriverait-il s'il y a plus que 2 vagues, 3 vagues ou 4 vagues, comme on a connu lors de la grippe espagnole de 1918 ou lors de d'autres types de pandémies? Alors, c'est une question importante. Et pire encore, ben, c'est une reprise en L, où à ce moment-là, une reprise en L, ce qu'on remarque, c'est que donc il y a eu le creux dû à la crise économique et à la pandémie, donc confinement et la pandémie, mais il y a un effet qui est permanent sur le niveau du PIB. On va revenir à une croissance économique peut-être similaire à celle qu'on connaissait, pas plus forte, mais au moins similaire, sauf qu'on ne récupérera pas le niveau de PIB qu'on aurait connu s'il n'y avait pas eu la crise. Alors, une reprise en L, c'est ce qu'on a connu après la crise de grande récession de 2007-2009. Pour le moment, on espère qu'on n'arrivera pas à cela. Ce n'est pas impossible, dans la mesure où, justement, où on a encore des mesures, on emploie des mesures qui permettent, on espère, d'éviter une crise financière. Et on espère qu'il n'y aura pas de vague de protectionnisme, et je reviens dans un moment, qui pourrait se faire sentir, qui pourrait donc augmenter la probabilité que la reprise ne soit qu'une reprise en L. Alors, les questions qui reviennent, c'est quels sont les dommages à la capacité de l'économie à produire des biens et services qui seraient durables? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la capacité et de la volonté des ménages de reprendre à augmenter leur consommation, les entreprises à augmenter leur investissement. Ça va dépendre des finances publiques, de l'état des finances publiques des gouvernements ainsi que des gouvernements locaux. Ça dépend de la flexibilité budgétaire des gouvernements en termes de finances publiques, relativement à leur notation de crédit, leur capacité d'emprunt. Ça devrait être relativement facile pour le gouvernement américain pour le moment, surtout que le dollar américain est une monnaie de réserve qui est préférée par plusieurs pays dans le monde dans la transaction internationale, mais ça risque d'être plus difficile et même voire beaucoup plus difficile pour les gouvernements des pays en développement qui pourraient être plus difficile d'avoir des concessions, etc. D'où l'importance du rôle des économies internationales d'industrialisées à travers le FMI, la Banque mondiale ou d'autres clubs comme le Club de Rome, le Club de Paris, en termes de conditions de prêt et d'emprunt pour les pays en voie de développement.
Donc, les entreprises aussi, quand on dépend des entreprises, est-ce qu'il y aura des faillites importantes dans certains secteurs de l'économie cet automne, par exemple? Est-ce que la baisse des investissements va être durable? Est-ce que la fragilité du secteur financier va être exacerbée? Ça va dépendre aussi de l'importance des pertes de capital humain et leurs effets sur la paix alimente les travailleurs et les emplois accomplis par les entreprises pour les gens qui seraient en chômage plus longtemps. Il y a donc beaucoup d'incertitudes qui nous restent encore à résoudre. Et il semble qu'il est beaucoup plus facile de confiner et plus difficile de rouvrir l'économie. J'évoquais il y a quelques instants la probabilité d'une deuxième, une troisième ou une quatrième vague. Alors, je pense que la probabilité est très élevée qu'il y ait au moins une deuxième vague. On voit déjà certains signaux de deuxième vague en Iran présentement. On l'a vu, on le voit peut-être, sous réserve, dans certains États américains ces derniers jours. Ça sera à suivre. On peut le voir aussi dans cette région d'Europe. Combien de temps faudra-t-il pour développer et découvrir des traitements antiviraux? Sera-t-il possible de trouver un vaccin? Combien de temps est-ce que ça va prendre pour le trouver? Certains parlent d'un horizon de 12 à 18 mois, mais cet horizon semble plutôt très optimiste. Ce n'est pas impossible, parce que beaucoup de gens y travaillent, mais ça demeure quand même relativement avec une probabilité limitée si on tient compte de l'historique du développement des vaccins pour d'autres maladies. Ou dans certains cas, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Dans d'autres cas, ça a pris 4 à 5 ans, voire 7 ans avant de trouver un vaccin. Combien de temps faudra-t-il pour rendre disponible ce vaccin dans le monde entier, même une fois qu'il est découvert? Est-ce qu'il sera disponible en quantité suffisante? Pour qui en premier? Pour quelle couche de population? Pour quel pays? Comment est-ce que le vaccin va être payé et rendu disponible? Qu'est-ce qu'il y en est de l'immunité collective? C'est-à-dire qu'une fois qu'une épidémie ou qu'un virus se propage, les gens finissent par être immunisés. Est-ce que le monde peut arriver à cette immunité collective? À quel coût privé et social et sur quelle période? Cela peut dépendre aussi, n'est pas indépendant de la disponibilité d'un remède et ou du degré de performance de l'approche de STQ auquel je faisais allusion tantôt, soit de suivi, test et mise en quarantaine. Et encore une fois, la mise en quarantaine des gens infectés n'est pas une option si on se fie aux travaux récents et à ce qu'on comprend de comment les agents économiques réagissent les individus dans un tel contexte de crise. Est-ce qu'on doit réouvrir l'économie ou les économies, une industrie à la fois? Alors, certains gens ont calculé des indices de proximité en disant que les secteurs économiques où il y a plus de proximité, donc peut-être devrait être un facteur qui ferait faire en sorte qu'on devrait reporter leur réouverture. Celles qui ont moins de proximité, on les rouvre plus rapidement. Mais ce n'est pas seulement la proximité qui est un enjeu ou l'angle à prendre en ligne de compte pour savoir quelle industrie réouvrir. Par exemple, il faut bien réouvrir les secteurs de soins buccaux, par exemple, comme les dentistes. Jusqu'à un certain point, transport aérien, les services personnels de santé, et parfois même d'hygiène et de beauté, les fabrications de ciment, de bois d'ingénierie, certes, ont une plus grande proximité, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont une plus grande proximité qu'il faut continuer à les garder complètement fermés à jamais, donc, ou pour très longtemps. Alors, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Encore une fois, ça dépendra des mesures STQ et des découvertes d'antiviraux et de disponibilité et d'accessibilité à des tests de bonne qualité. Dans la mesure où il faudrait refaire un confinement, même partiel, même moins grand que les derniers mois, est-ce que les gens vont tempérer aux consignes et aux pratiques de distanciation et de confinement s'il y a une deuxième vague ou si la vague actuelle persiste plus longtemps? Déjà, on remarque avec évidemment d'autres événements tragiques aux États-Unis et la réaction mondiale et même américaine, on voit lors des manifestations. Je pense que les manifestations pacifiques sont tellement justifiées dans le contexte, bien sûr, de ce qu'on a vu du racisme, etc. Mais la question maintenant, c'est qu'on voit les gens manifester, certes, mais sans masque, sans prendre compte d'une distanciation. On voit que les gens commencent à être tannés un peu de distanciation. Et même sans ces manifestations, les gens sont pas, une fois qu'il y a réouverture, on voit que les gens sont portés rapidement à voir, évidemment, reprendre une proximité dans leur interaction économique et sociale. C'est comme si on pourrait dire que les agents économiques ont une désutilité marginale croissante de la distanciation et des autres mesures associées. Il y a les enjeux de droits et de liberté individuelles. Il y a la possibilité que la population devienne plus méfiante et voit qu'elle manque de confiance envers les informations qui sont divulguées par les gouvernements, les différentes interventions politiques. Et c'est amplifié, bien sûr, par le manque de confiance dans les institutions qu'on observait depuis quelques années dans plusieurs pays du monde.
Il y a des enjeux aussi, on peut dire, de théorie des jeux entre le gouvernement et la société. Alors, si la société réagit moins, accepte moins le confinement lorsque c'est nécessaire ou des mesures de distanciation, est-ce que ça va amener des mesures différentes des gouvernements? Alors, comment est-ce que la question de confiance, donc, joue dans ce contexte-là? Et vraiment même des jeux entre différents segments de la société. Un risque extrêmement, malheureusement, élevé est celui de protectionnisme qui est ravivé et amplifié, qui encourage les pays à se replier sur eux-mêmes. Déjà, on voyait ces tensions-là depuis les dernières années, avec notamment le gouvernement Trump. On a vu notamment avec l'Europe, le Canada et les États-Unis versus l'Europe, les États-Unis versus la Chine. Alors donc, le contexte, bien sûr, ici, un risque de protectionnisme ravivé. Certains vont dire à cause de raisons pour pouvoir avoir accès, par exemple, aux masques, c'est un vaccin, c'est un médicament, qu'on devrait peut-être plus pouvoir produire dans nos propres pays, disent-ils. Sauf qu'une bonne partie, il y a un excellent livre que je vous recommande pour ceux que ça intéresse, là, de Baldwin Evenet, qui est gratuitement disponible en version électronique par le Center for Economic Policy Research, qui montre que juste le protectionnisme qui a lieu en termes d'accessibilité aux traitements, aux médicaments et aux mesures de protection, aux équipements de protection personnelle, ont amené des conséquences négatives importantes sur leur accessibilité à ces mêmes médicaments et équipements de protection. Alors, imaginez que le protectionnisme reprenne de vigueur, notamment pour l'ensemble ou pour plusieurs secteurs de l'économie, bien, ça va amener une réduction importante, comme on a déjà commencé à connaître dans les années, de la production marginale du travail, de la production marginale du rendement du capital physique, et avec les conséquences négatives sur l'économie, et certes, une augmentation du prix relatif des biens et services qui sont consommés dans chacun des pays. Et cette réduction de salaire réel, cette réduction de pouvoir d'achat des ménages va avoir un impact particulièrement lourd chez les gens à plus faible revenu et chez les pays en voie de développement. Donc, c'est vraiment un risque extrêmement important présentement. Certains déjà, il y avait beaucoup de lobbyisme par certaines industries et par certains groupes politiques, économiques ou de politiques pour pouvoir aller vers un protectionnisme avant la crise. Alors donc, ils vont peut-être servir de la crise pour davantage exiger encore plus de mesures protectionnistes. Et on sait clairement, et c'est démontré, qu'une part importante de la réduction de la pauvreté dans le monde au cours des dernières années, et Dieu sait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, là, on ne crie pas victoire, mais au moins il y avait une amélioration au cours des dernières décennies, découle de l'ouverture du commerce international. Alors, si on va dans le sens inverse, on va imaginer les conséquences négatives, encore une fois, pour les gens qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les personnes où les gens voient un faible revenu et pour les économies en développement. Donc, tout le monde n'est pas touché de la même manière par la pandémie, tant du point de vue de la santé que du point de vue économique. Ça amène des problèmes d'inégalité sociale et économique qui peuvent, bien sûr, amener des tensions sociales. Il y a des conséquences qui pourraient être aussi non souhaitées suite aux politiques budgétaires et monétaires dans un environnement en mutation et les ajustements ultérieurs qui seront nécessaires, que j'ai évoqués tantôt. L'importance accrue du service de la dette, l'augmentation future des taux d'imposition sur le travail, le revenu de capital, la consommation, réduction peut-être de certaines dépenses publiques ou au moins une croissance plus faible de dépenses publiques dans le secteur ou avec le vieillissement de la population, par exemple, ou autres besoins qui seraient là qu'on ne pourrait pas combler, un risque d'inflation future. Alors, tout ça sont des éléments, des risques qui sont présents. Alors, ça fait un peu donc le tour de différents enjeux. Je ne prétends pas avoir eu toutes les réponses. Bien sûr, on n'a pas toutes les réponses en économie ou dans quelques disciplines que ce soit de connaissances. Mais au moins, je pense quand même qu'il y a des éléments, des points qu'on doit prendre en ligne de compte si on veut être capable d'assurer un meilleur avenir pour tout le monde. Et la coopération, la collaboration internationale et des pays est importante. Tenir compte des risques qui sont là pour essayer de mitiger, de gérer ces risques, c'est un élément important de politique publique, tant du point de vue sanitaire que du point de vue économique. Alors, je conclue là-dessus ce moment-ci. Ça me fera plaisir, bien sûr, d'échanger avec vous et de répondre à certaines questions. Merci infiniment, Alain, pour l'à propos de ton analyse que tu nous as généreusement partagée ce matin. Alors, Jean-Michel Delagrave, directeur de 7e International, j'ai le plaisir de vous rejoindre pour prendre quelques questions. Enfin, on aurait pu faire un semestre entier suite à ta présentation avec l'abondance de questions que ça a généré. Je crois que tu en as répondu énormément déjà en avançant dans ton propos. Malheureusement, par le fait de la Zoom fatigue, comme on a parlé dans un autre webinaire précédemment, on ne pourra pas toutes les prendre ce matin, mais j'aimerais focusser, dû à la nature de la plupart des participants ce matin, sur le cas
cas de l'Afrique, principalement, bon, il y a beaucoup de gens qui proviennent de l'UMOA. Qu'est-ce que tu entrevois, et là je prends un commentaire ou une question de M. Diagne, bon, il va y avoir une relance économique mondiale. Il y a un autre participant anonyme qui a mentionné que l'Afrique a été moins touchée que les pays développés. Notamment, je pense qu'il y a eu autant de cas à peu près sur tout le continent africain qu'on en a eu ici au Québec. Qu'est-ce que tu vois ou quelles seraient les pistes pour les partenaires techniques et financiers au niveau bilatéral, multilatéral pour relancer l'économie des pays africains? Merci. C'est une très bonne question, bien sûr. Et oui, en tout cas, pour l'instant, sur la base de données dont on dispose, parce qu'on ne sait pas toujours combien de tests ont été faits, etc. Mais prenons quand même que c'est quand même une bonne nouvelle que pour l'instant, sur la base d'informations dont on dispose, la pandémie s'est moins propagée, possiblement, dans les pays africains. Malgré que je connais mes étudiants, par exemple, dont certains membres de leur famille ont été affectés, malheureusement, même fatalement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de cas, puis c'est tout tragique, peu importe le nombre de cas. Mais cela étant dit, quand même, il y a des conséquences aussi économiques. Donc, il faut continuer, donc, développer, bien sûr, dans la mesure, lorsqu'il y aura un vaccin, les traitements qui seront découverts, c'est extrêmement important que ces découvertes-là soient partagées et soient accessibles à l'ensemble de la planète, incluant, bien sûr, les pays en voie de développement. Et je dirais même, pas plus, mais c'est au moins aussi important parce qu'un des éléments, c'est la mesure où est-ce que peut-être que l'effet est peut-être étalé dans le temps, dans la mesure où est-ce que ces vaccins ou traitements antiviraux n'étaient pas disponibles aux pays en voie de développement, et que l'ouverture ou bien de deux choses l'une. Si la pandémie continue à se propager même à un rythme plus lent dans les pays africains, par exemple, et pas ailleurs dans le monde, mettons, comme scénario théorique, bien éventuellement, donc ça veut dire deux choses l'une, ou bien ça veut dire qu'à ce moment, on arrête les échanges, enfin, de la mobilité des personnes entre l'Afrique et le reste du monde, pour éviter qu'on soit contaminé. Alors, donc, évidemment, ce n'est pas souhaitable, bien sûr. Mais en plus, ça aurait aussi des impacts, bien sûr. Il y aurait des décès et il y aurait un impact économique qui se propagerait de façon étalée dans le temps dans les pays en voie de développement. Donc, il ne faut certainement pas les exclure. Au contraire, ils soient directement impliqués. Et c'est une responsabilité des pays industrialisés et de l'ensemble de la planète. On partage le problème, il faut partager aussi les solutions. En ce qui a trait au niveau par exemple, des politiques budgétaires de l'aide, parce qu'effectivement, même si l'impact pour l'instant sanitaire est peut-être de moindre ampleur, pour le moment, en tout cas, où on est étalé dans le temps, il y a quand même des conséquences économiques. Il y a un ralentissement de la demande des produits, par exemple, de matières premières. Cela, par exemple, est souvent une exportation, une base économique importante pour les pays africains en particulier, mais pour les pays en voie de développement, que ce soit les terres rares, que ce soit d'autres minerais, etc., donc de produits. Alors, comme la demande diminue, alors si l'économie ne reprend pas ailleurs, il y a des conséquences aussi qui affectent les pays en voie de développement. Mais imaginez, en plus, sur le protectionnisme. D'où l'importance qu'il faut que, malgré ce que le président Trump, excusez-moi, peut dire, je fais un grand soupir seulement, je vais essayer de voir un moment de silence comme mon premier ministre du Canada a eu il y a quelques semaines, la semaine dernière, pour éviter de dire des méchants mots. Alors donc, malgré la visée du gouvernement américain actuel, en espérant que ça change, il faut que les autres pays soient fermes sur leur accessibilité au marché. Oui, bien sûr qu'il y a des mesures sanitaires qui doivent être prises en ligne de compte. Ça a toujours eu lieu, même pour les pays, pour l'alimentation, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne de faux prétextes, des fausses mesures sanitaires qui viennent bloquer l'accessibilité au marché de l'ensemble de la planète pour les pays en voie de développement. Ça, c'est extrêmement important. Ça prend un engagement ferme, mais ça prend aussi non seulement des discours, mais des gestes qui vont dans ce sens-là. Notamment aussi pour la question de financement, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour les pays en voie de développement, pour les gouvernements des pays en voie de développement, même si la dette est d'abord, souvent la dette est très élevée, il y a des pays extrêmement endettés aussi, avec capacité économique qui est en train de s'améliorer pour pouvoir gérer cette dette-là. Alors, je comprends qu'on ne peut pas juste jour en jour dire on efface la dette complètement. Parce que malheureusement, ça crée le problème qu'on appelle d'aléa moral, où bien sûr, certains gouvernements, pas tous, mais certains gouvernements pourraient dire comme ils ont effacé la dette une fois, on peut recommencer à dépenser n'importe comment, sans nécessairement aider notre population et à s'endetter parce qu'ils réeffaceront plus tard. Il faut éviter cela. Mais bien sûr qu'il doit y avoir quand même non seulement d'abord un étalement et une amélioration des conditions d'emprunt, et ça, c'est la responsabilité tant du point de vue des prêteurs, des bailleurs de fonds multilatéraux, que bilatéraux à cet égard-là. Et je pense que ça fait partie d'un élément de responsabilité
humaine et économique, parce que ça a des conséquences économiques aussi. L'économie, ce n'est pas seulement des signes de dollars ou des signes d'une devise quelconque, c'est vraiment la qualité de vie, le niveau de vie des citoyens. C'est ça, le bien-être des gens qui est l'objet de la science économique ou de l'économie, bien sûr. C'est faire en sorte que dans un contexte où les besoins sont illimités et les ressources sont rares, de pouvoir en tirer le plus possible et que chacun puisse davantage participer au jeu de la création de richesse et d'en retirer directement les fruits et de partager une partie de ces fruits de la création de richesse. Alors là encore, il y a une responsabilité, bien sûr, des pays en développement d'essayer d'adopter les meilleures politiques possibles, d'améliorer l'accessibilité à des soins de santé de base et même plus large, et aussi à l'éducation. Parce que les tenants et aboutissants d'une création durable de richesse, une élimination au minimum, au départ, de réduction appréciable et importante de la pauvreté, mais durable, c'est bien sûr de travailler sur les enjeux fondamentaux de l'économie. On parle de productivité, d'éducation, de santé, d'avoir les bons services publics et d'avoir des conditions, un environnement économique qui permettent aux économies de tirer le meilleur de leurs ressources humaines et de leurs ressources aussi physiques. Merci infiniment, Alain. Alors, tu as reçu nous démontrer non pas seulement tes compétences exceptionnelles d'économiste, mais aussi tes qualités de politicien en nous répondant avec un soupir et tes qualités d'être humain ça a été mentionné par certains durant ta présentation, en nous montrant que malgré toutes les analyses qu'on peut faire, tous les chiffres, ça demeure que derrière ces chiffres-là, il y a des humains et qu'on fait tous face à la crise de manière économique, mais aussi de manière individuelle et familiale. Alors, on te remercie pour ta générosité à nouveau.